La portière de la Peugeot 5008 claqua, un son sec et brutal qui coupa net les hurlements de Chloé. « S'il te plaît, papa. » Manon n'a que 3 mois. L'adolescente de 16 ans serra son bébé plus fort contre elle, son souffle formant des nuages désespérés dans l'air glacial à -25 degrés. La forêt du Jura, sombre et menaçante, s'étendait tout autour d'eux, à des kilomètres de la moindre route, une immensité blanche et hostile. Stéphane Dubois remonta dans son SUV noir, son visage impénétrable brièvement illuminé par la lueur blafarde du tableau de bord. À travers la vitre, Chloé le vit jeter un coup d'œil à sa Rolex, 23h47. Parfaitement à l'heure. Son planning était millimétré, comme toujours. « Papa, je t'en supplie », sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. Il se pencha par la fenêtre et arracha la couverture de laine de ses bras. Le cri aigu de Manon déchira la nuit, un son si fragile dans cette immensité glacée. « Ce qui appartient au Dubois reste au Dubois », dit-il d'une voix dénuée de toute émotion, en jetant un petit sac de sport dans la neige. À l'intérieur, Chloé le savait, il y avait 200 € et quelques vieux vêtements. Une insulte. Une sentence de mort. Chloé trébucha en avant alors que le SUV s'éloignait, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la poudreuse. Les feux arrière rouges disparurent dans le blizzard naissant, 2 yeux malveillants s'évanouissant dans la tempête. Les notes puissantes de la 5e symphonie de Beethoven s'échappèrent faiblement de la voiture, un écho grotesque et cruel flottant à travers les arbres. Puis, le silence. Un silence total, absolu, uniquement troublé par le sifflement du vent et les pleurs de plus en plus faibles de sa fille. Les doigts de Chloé étaient déjà gourds, insensibles. Elle attrapa le sac de sport, ses mouvements maladroits dans la neige profonde. Le vent frappait son visage comme des éclats de verre, et les cris de Manon s'amenuisaient, se transformaient en gémissements ténus. Cette perspective la terrifiait plus que tout. Le silence signifiait que l'hypothermie s'installait. Ils avaient peut-être 2 heures, 3 au grand maximum, dans un froid pareil. Le thermomètre de la voiture de son père avait indiqué -25 degrés Celsius lorsqu'ils avaient quitté le domaine du bois. Avec le facteur vent, la température ressentie avoisinait les -40 degrés Celsius. Chloé se souvenait des statistiques de ses cours de biologie au lycée. Les nourrissons perdaient leur chaleur corporelle 4 fois plus vite que les adultes. Manon ne tiendrait pas la moitié du temps qu'elle-même pourrait endurer. Elle pressa le bébé contre sa poitrine, essayant de la protéger du vent mordant avec son propre corps. Son manteau, un simple blouson de ski conçu pour l'automne, pas pour les blizzards jurassiens, était déjà trempé. C'est celui qu'elle portait lorsque son père l'avait traîné hors de la cave ce matin-là, prétendant qu'ils allaient faire un tour pour discuter de son avenir. Il n'y avait plus d'avenir maintenant. Juste les 60 prochaines minutes. Chloé avançait péniblement dans la neige, cherchant désespérément un abri. La forêt était dense, peuplée de pins sylvestres dont les branches ployaient sous le poids de la neige. Dans l'obscurité, chaque ombre se ressemblait, chaque arbre était un spectre menaçant. Pas de lumière, pas de route. Son père avait bien choisi son endroit. C'était l'arrière-pays, à des kilomètres du sentier de randonnée le plus proche. Son téléphone avait disparu. Stéphane le lui avait confisqué des mois auparavant, le jour même où il l'avait enfermé à la cave. Un pin massif se dressait devant elle, ses branches les plus basses créant un petit creux à sa base. Chloé s'y dirigea en titubant, ses jambes brûlées par le froid. Elle s'effondra sous l'arbre, la canopée n'offrant qu'une protection dérisoire contre le vent hurlant. Manon avait cessé de pleurer. Non, 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 Chloé écarta sa veste, le cœur battant à tout rompre, pour vérifier le visage de sa fille. Les lèvres du bébé étaient bleuies, sa peau d'une pâleur de cire, mais sa poitrine bougeait encore. Des respirations superficielles, mais des respirations. Chloé arracha son propre blouson et en enveloppa Manon, se retrouvant en simple pull fin. Le froid la frappa comme un coup de poing, lui coupant le souffle. Elle serra Manon contre elle, essayant de lui transférer le peu de chaleur corporelle qui lui restait. 20 minutes passèrent, peut-être 30. Le temps semblait élastique, s'étirant et se contractant. Les pensées de Chloé commencèrent à s'embrouiller. Devait-elle rester éveillée, ou était-ce pour les commotions cérébrales? Elle ne s'en souvenait plus. Ses mains étaient passées de l'engourdissement à une sensation de brûlure lointaine. Lorsqu'elle essaya de plier les doigts, ils répondirent à peine. Hypothermie de stade 2. Elle l'avait appris en cours de santé. Confusion, somnolence, perte de la motricité fine. Le stade 3 signifiait l'inconscience,
puis la mort. Manon remua faiblement, un petit miaulement s'échappant de sa gorge. « Je suis désolé, » murmura Chloé, sa voix se brisant. « Je suis tellement désolé, ma puce. Maman ne peut pas, je ne peux pas. » Elle ne put finir la phrase. Ne put admettre ce qu'elle savait être la vérité. Elles allaient mourir ici. Son père s'en était assuré. Il avait tout planifié. Attendu la nuit la plus froide de janvier, attendu le blizzard que la météo annonçait depuis des jours. Il avait toujours été méticuleux. La vision de Chloé commença à se brouiller. Elle vit des lumières au loin, des lumières chaudes et dorées comme les fenêtres d'une maison. Elle essaya de se lever, de marcher vers elle, mais ses jambes refusèrent de coopérer. Elle bascula en avant dans la neige. Les lumières n'étaient pas réelles. Des hallucinations. Un autre symptôme. Elle rampa pour retourner sous l'arbre, traînant Manon avec elle. Le bébé semblait incroyablement léger. Ou peut-être que les bras de Chloé avaient simplement perdu toute sensation. Elle ne pouvait plus faire la différence. Son esprit dériva vers Lucas, le père de Manon, mort depuis 8 mois maintenant. L'accident de voiture qui l'avait tué avait été classé sans suite. Mais Chloé avait toujours eu des doutes. Son père n'avait jamais approuvé leur relation. Il disait que le jeune Moreau était indigne de leur rang. Lorsque Chloé avait découvert qu'elle était enceinte, 2 mois après les funérailles de Lucas, le visage de Stéphane s'était transformé en une pierre froide. « Tu as tout gâché », avait-il dit. Le nom des Dubois ne survit pas au scandale. Alors, il les avait fait disparaître. Les paupières de Chloé s'alourdirent. Le froid ne faisait plus mal. C'était mauvais, n'est-ce pas? Elle était censée combattre la somnolence, rester alerte. Mais mon Dieu, elle était si fatiguée. Une branche craqua. Le son fut net, clair, perçant son brouillard mental. Les yeux de Chloé s'ouvrirent en grand, son cœur se mit soudain à marteler malgré le froid qui ralentissait son sang. Un autre craquement, plus proche. Quelque chose bougeait à travers les arbres. Quelque chose de grand. Le souffle de Chloé se coupa lorsqu'elle l'entendit, un son grave et grondant. Pas tout à fait un grognement, pas tout à fait une respiration, quelque chose entre les deux. Elle plissa les yeux dans l'obscurité au-delà de la canopée de l'arbre, cherchant un mouvement. Puis elle les vit. 2 yeux brillants d'un éclat ambré dans le noir, à une quinzaine de mètres, qui l'observaient. Ses bras se resserrèrent autour de Manon alors que les yeux commençaient à se rapprocher. La créature entra dans un rayon de lune filtrant à travers les pins. Un loup. Massif, pesant facilement 45 kilos, aussi haut que la hanche d'un homme adulte. Sa fourrure était un mélange de gris, de blanc et de noir, si épaisse qu'elle le faisait paraître encore plus grand. Une cicatrice en zigzag courait sur son œil droit, pâle sur la fourrure plus sombre. Le souffle de Chloé s'arrêta. Ses bras se resserrèrent instinctivement autour de Manon, plaquant le bébé contre sa poitrine. Tous les documentaires animaliers qu'elle avait jamais vus défilèrent dans son esprit. Ne pas courir. Ne pas établir de contact visuel. Se faire paraître plus grande. Mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait rien faire d'autre que regarder le loup faire un autre pas en avant. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le vent. « Ne lui faites pas de mal. » Elle ferma les yeux très fort, attendant l'attaque, les dents, la douleur. Rien ne vint. Après plusieurs battements de cœur, Chloé força ses yeux à s'ouvrir. Le loup ne s'était pas approché davantage. Au lieu de cela, il s'était assis dans la neige à environ 5 mètres. Sa tête était légèrement inclinée sur le côté, les observant. Ses yeux n'étaient pas remplis de faim. Ils étaient curieux, voire prudents. Manon émit un petit son faible, à peine un gémissement. Le bruit sembla attirer l'attention du loup. Ses oreilles pivotèrent vers l'avant, se concentrant sur le paquet dans les bras de Chloé. Le loup se leva. Le cœur de Chloé fit un bond. Ça y est. Le loup les avait évalués, avait décidé s'ils étaient des proies. Mais il ne bondit pas. Il s'approcha simplement. Un pas prudent, puis un autre. 3 mètres. 2 mètres et demi. 1 mètre 50. Chloé pouvait voir les flocons de neige individuels pris dans sa fourrure, pouvait voir la vapeur blanche de son souffle dans l'air glacial. Le loup était maintenant assez proche pour qu'elle puisse le sentir, une odeur sauvage et musquée qui ne ressemblait en rien au labrador de la famille restée à la maison. Le loup baissa la tête,
ses narines se dilatant alors qu'il reniflait en direction de Manon. Non, souffla Chloé, essayant de se pencher en arrière pour mettre plus de distance entre le prédateur et son bébé, mais le tronc de l'arbre était déjà pressé contre sa colonne vertébrale. Il n'y avait nulle part où aller. Le museau du loup s'approcha à quelques centimètres de la forme emmitouflée de Manon. Il inhala profondément, ses yeux se fermant à moitié. L'esprit de Chloé s'emballa. Devait-elle crier, essayer de l'effrayer? Mais si elle le surprenait, s'il la voyait comme une menace, le loup releva la tête et regarda directement Chloé. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, les siens, larges de terreur et d'épuisement, et les siens, d'un ambre si profond qu'il semblait briller de l'intérieur. Puis le loup se détourna. Chloé expira d'un souffle tremblant. Ils partaient. Elles avaient en quelque sorte passé le test, quel qu'il soit, que le loup leur avait fait subir. Elles allaient mourir de froid au lieu d'être dévorées. Mais au moins le loup ne partit pas. Au lieu de cela, il décrivit un lancercle puis s'allongea sur le sol. Juste là, à moins d'un mètre de l'endroit où Chloé était blottie avec Manon. Le loup s'enroula sur lui-même, son corps formant une virgule dans la neige, mais son dos leur faisait face au nord, d'où le vent hurlait à travers les arbres avec une fureur implacable. Chloé le fixa, n'en croyant pas ses yeux. Le loup s'était positionné comme un brise-vent entre elle et le pire de la tempête. Une chaleur commença à l'atteindre, subtile au début, puis plus perceptible. La température corporelle du loup rayonnait à travers le petit espace. Les loups avaient le sang chaud, se souvint-elle de quelque part, près de 38 degrés Celsius. Sa main trembla alors qu'elle tendait lentement, prudemment, le bras. Ses doigts entrèrent en contact avec la fourrure du loup. Elle était épaisse, étonnamment douce sous la couche extérieure plus rêche et chaude. Bénie, incroyablement chaude. Le loup ne tressaillit pas, ne se retourna pas, continua simplement à rester allongé là, sa respiration lente et régulière. « Merci », murmura Chloé, sa voix se brisant. « Merci. » Elle rapprocha Manon de la source de chaleur, et en quelques minutes, elle put sentir le changement. La respiration du bébé devint moins superficielle. Une teinte de rose revint sur ses petites lèvres. Les propres tremblements de Chloé commencèrent à s'apaiser, ses pensées s'éclaircissant légèrement du dangereux brouillard de l'hypothermie. Peut-être qu'elle pourrait survivre. Peut-être que ce loup, ce gardien improbable, leur avait acheté assez de temps pour que les secours arrivent, ou pour le matin, ou pour la tête du loup se redressa d'un coup. Ses oreilles pivotèrent vers l'arrière, vers quelque chose que Chloé ne pouvait pas encore entendre. Puis elle l'entendit. Un hurlement. Lointain mais clair. Tranchant la tempête comme une lame. Le loup se releva d'un seul mouvement fluide. La chaleur qu'il avait fournie disparut instantanément, remplacée par le froid brutal. Mais Chloé le remarqua à peine, car le loup grognait maintenant, un son grave et grondant qui vibrait dans l'air. Ses babines se retroussèrent, révélant des dents qui semblaient blanches comme l'os au clair de lune. Un autre hurlement répondit au premier. Puis un autre, plus proche cette fois. Les yeux de Chloé s'habituèrent à l'obscurité au-delà de leur petit abri, et son cœur se serra. 3 paires d'yeux brillaient dans le noir entre les arbres. Jaunor, fixe. 3 autres loups se déplaçant vers eux à travers la neige. Et se tenant entre Chloé et la meute qui approchait, son loup, son protecteur, parut soudain très petit, très seul et très en infériorité numérique. Les 3 loups émergèrent de l'obscurité comme de la fumée prenant forme. Le plus grand menait la meute, un mâle à la fourrure si sombre qu'elle semblait presque noire. Sa queue était relevée, signe de domination. Derrière lui venaient 2 autres, un autre mâle, légèrement plus petit, et une femelle à la couleur grise plus claire. Ils se déplaçaient avec la précision coordonnée d'une unité familiale. Le loup de Chloé, elle avait déjà commencé à le considérer comme le sien, se tenait rigide entre elle et la meute qui approchait. Ses poils étaient hérissés, le faisant paraître encore plus grand. Le grognement qui grondait de sa poitrine était un avertissement clair, restez à l'écart. L'alpha s'arrêta à environ 3 mètres. Ses yeux balayèrent la scène. L'humaine blessée, le nourrisson qui pleurait, le loup solitaire montant la garde. Chloé pouvait le voir analyser, décider. Il fit un autre pas en avant. Le grognement de son loup s'intensifia, les dents maintenant complètement dénudées. Le message était sans équivoque. Il faudra me passer sur le corps. Pendant un long moment, les 2 mâles se fixèrent. Chloé retint son souffle, serrant Manon plus fort contre sa poitrine.
Elle pouvait sentir le faible battement de cœur de sa fille à travers les couches de vêtements. Toujours en vie, toujours en train de se battre. Les narines de l'alpha se dilatèrent, flairant l'air. Chloé réalisa avec horreur qu'il pouvait probablement sentir le sang sur ses mains, les égratignures de sa chute, la coupure sur sa paume en s'agrippant à la portière de la voiture. Du sang frais dans la nature était une invitation. Mais le regard de l'alpha se reporta sur son loup, sur la cicatrice au-dessus de son œil. Quelque chose passa entre les deux animaux, une forme de reconnaissance ou de compréhension que Chloé ne pouvait interpréter. L'alpha émit un son grave, presque un grognement. Puis, incroyablement, il détourna la tête. Pas une retraite, mais un rejet. Quoi qu'il soit venu investiguer, cela ne valait pas la peine de défier ce loup-là. L'alpha se retourna et repartit au trot dans l'obscurité. Les deux autres loups suivirent sans hésitation, se fondant dans la forêt aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Le loup de Chloé les regarda jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu, puis baissa lentement ses poils hérissés. Il se retourna vers elle et, à son grand étonnement, se recoucha dans la même position qu'auparavant, une barrière vivante contre le vent. « Merci », murmura à nouveau Chloé, tendant la main pour toucher la fourrure du loup. « Merci. » Pendant plusieurs minutes, elle s'autorisa à croire qu'elle pourrait survivre. La chaleur du loup s'infiltra de nouveau dans son corps gelé. La respiration de Manon se stabilisa. Le danger immédiat était passé. Puis elle remarqua le ciel. La neige avait cessé de tomber. Les nuages se déchiraient, révélant un ciel noir parsemé d'étoiles. Cela aurait dû être magnifique. Au lieu de cela, Chloé sentit son bref espoir s'effondrer. Un ciel clair signifiait que la température chuterait encore plus. Elle pouvait déjà le sentir, l'air devenant plus vif, plus vicieux. Le genre de froid qui tue. Ses pensées redevenaient lentes, les mots se formant lentement dans son esprit comme de la mélasse. Hypothermie de stade 3. Ça y est. Le loup leur avait acheté du temps, mais pas assez. Loin d'être assez. Elle remarqua à peine quand le loup se releva. Il faisait face à l'ouest maintenant, tout son corps en alerte, mais pas agressif. C'était différent. Le loup la regarda, puis de nouveau vers l'ouest. Il fit plusieurs pas dans cette direction, puis s'arrêta et tourna la tête. Des yeux dorés fixés sur Chloé. « Quoi » marmonna-t-elle, sa langue pâteuse dans sa bouche. Le loup fit quelques pas de plus, puis regarda à nouveau en arrière. Attendant. Il voulait qu'elle le suive. Chloé essaya de se lever, mais ses jambes refusèrent de coopérer. Elle réussit à se mettre à genoux avant que ses forces ne l'abandonnent et qu'elle ne bascule en avant dans la neige. Manon glissa de ses bras, atterrissant dans une petite congère avec un faible cri. Le loup se déplaça rapidement, revenant vers elle. Il utilisa son museau pour pousser l'épaule de Chloé, doucement mais avec insistance. Quand elle ne répondit pas, il poussa plus fort. « Je ne peux pas », dit Chloé, les mots s'empâtant. « Je ne peux pas bouger. » Mais Manon pleurait à nouveau. Ce son fin et grêle qui signifiait qu'elle était encore en vie, mais qu'elle s'éteignait rapidement. Chloé força ses bras à fonctionner. Se força à ramper de quelques mètres jusqu'à l'endroit où sa fille gisait. Elle ramassa Manon, la serrant fort. Le loup attendit, puis se mit à marcher de nouveau vers l'ouest. Cette fois, il se déplaçait lentement, s'arrêtant tous les quelques mètres pour regarder en arrière. Chloé le suivit à quatre pattes, traînant Manon avec elle. Chaque mouvement était une agonie. Chaque mètre semblait un kilomètre. Mais elle continua, car l'alternative était de s'allonger et de ne jamais se relever. Elle ne sut pas combien de temps ils voyagèrent. Le temps avait perdu toute signification. Mais finalement, elle le vit. La fine colonne de fumée s'élevant au-dessus des arbres et, en dessous, à peine visible à travers les pins, la faible lueur d'une lumière. Une maison de campagne, un abri. Le cœur de Chloé bondit d'espoir. Elle essaya d'accélérer, mais son corps n'avait plus rien à donner. Elle s'effondra de nouveau, le visage dans la neige. Le loup fut à ses côtés immédiatement, la poussant, essayant de la faire bouger. Mais elle ne pouvait plus. Elle était à bout. Puis elle l'entendit, un claquement sec qui résonna à travers les arbres. Un coup de feu. Qui est là? Une voix d'homme. Rude avec l'âge, mais forte. Montrez-vous. Chloé essaya de crier, mais sa voix ne fonctionna pas.
Le loup recula, disparaissant dans les ombres comme s'il n'avait jamais été là. Des pas lourds crissant dans la neige. Un faisceau de lumière vive balaya la clairière, puis s'arrêta sur la forme recroquevillée de Chloé. Mon Dieu! La lumière se rapprocha, et elle put distinguer une silhouette, un homme âgé dans un lourd manteau, un fusil de chasse dans une main et une lampe de poche dans l'autre. Il tomba à genoux à côté d'elle, posant le fusil. Je vous tiens. Je vous tiens, mon enfant. Ses mains bougeaient déjà, vérifiant son pouls, retirant son propre épais manteau en peau de mouton pour l'envelopper. Vous m'entendez? Combien êtes-vous? Chloé réussit à bouger son bras, révélant Manon blottie contre sa poitrine. L'homme inspira brusquement. Jésus, Marie, Joseph, un bébé. D'accord. D'accord. Il faut faire vite. Il prit Manon dans un bras et aida Chloé à se relever avec l'autre, supportant la majeure partie de son poids. Ma maison est juste devant. 200 mètres. Pouvez-vous y arriver? Chloé hocha la tête, bien qu'elle n'en soit pas sûre. Alors que l'homme la portait à moitié à travers les arbres, elle regarda par-dessus son épaule, cherchant le loup. Un instant, elle crut le voir. Une ombre parmi les ombres, deux yeux ambrés observant depuis l'obscurité. Puis il disparut. La maison de campagne apparut à travers les arbres, une lumière chaude se déversant de ses fenêtres comme une promesse. L'homme ouvrit la porte d'un coup de pied et les fit entrer, la chaleur frappant Chloé comme une force physique. Restez avec moi, maintenant, disait l'homme alors qu'il déposait Manon sur un tapis près du poêle à bois et commençait à vérifier ses signes vitaux. Je m'appelle Pierre Dubois. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes en sécurité. Mais alors que la vision de Chloé commençait à se brouiller, que l'épuisement et l'hypothermie la rattrapaient enfin, elle vit Pierre jeter un coup d'œil vers la fenêtre. Son visage buriné se figea. Nom d'un chien, murmura-t-il si bas que Chloé faillit ne pas l'entendre. Ce loup, je connais ce loup. Ses yeux se plissèrent et, dans son expression, Chloé vit quelque chose qui lui glaça le sang, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le froid. De la reconnaissance, et en dessous, quelque chose de plus sombre. De la suspicion. Chloé se réveilla 2 jours plus tard dans la chambre d'amis de Pierre Dubois. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux en Vichy. Manon reposait dans un berceau fait main à côté du lit, les joues roses et la respiration régulière. Le docteur Monique Leroux, le médecin local, était assise dans un rocking chair à proximité, en train de tricoter. Bon retour parmi nous, dit le docteur avec un doux sourire. Vous nous avez fait une belle frayeur. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard d'examen et de soupe chaude. Pierre rôdait à proximité, son visage buriné plissé par l'inquiétude. Lorsque Chloé fut assez forte pour s'asseoir, il approcha une chaise du lit. « J'ai besoin que vous me disiez ce qui s'est passé, » dit-il doucement. « La vérité. » Alors, elle le fit. Tout. Les 5 mois enfermés dans la cave, l'accouchement seul dans le noir, les yeux froids de son père alors qu'il la conduisait dans la nature sauvage. Le moment où il avait arraché la couverture du petit corps de Manon. La mâchoire de Pierre se serra à chaque détail. Quand elle eut fini, il se leva brusquement. « J'appelle le gendarme. » Le gendarme Nicolas Durand arriva en moins d'1 heure. Un homme solide dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Il prit la déposition de Chloé, son expression s'assombrissant à chaque phrase. « Nous allons enquêter, promit-il. Stéphane Dubois ou pas. Personne ne s'en tire comme ça dans mon secteur. » Mais vous ne comprenez pas, dit Chloé, sa voix tremblante. Mon père, il est puissant. Il a des avocats, de l'argent, des relations partout. Les yeux de Durand se durcirent. Je me fiche qu'il soit le président. Nous découvrirons la vérité. L'enquête avança rapidement. Trop rapidement, pensa Chloé. En 1 semaine, Durand retourna à la maison de Pierre avec un dossier en carton et une expression qui fit sombrer le cœur de Chloé. Nous avons reçu les résultats ADN, dit-il en s'asseyant dans un fauteuil en face d'elle. Procédure standard dans les cas d'abandon de mineurs. Chloé hocha la tête, confuse. D'accord. Durand ouvrit le dossier. Chloé Stéphane Dubois n'est pas votre père biologique. Le monde bascula. Quoi? D'après le test, il n'y a aucune correspondance génétique. 0. Nous l'avons fait 2 fois pour être sûr.
Durand sortit un document couvert de chiffres et de graphiques qui ne signifiaient rien pour Chloé. Nous avons passé votre ADN dans quelques bases de données, et nous avons trouvé une correspondance. Votre père biologique était un homme nommé Philippe Mercier. Il travaillait comme chauffeur pour votre famille jusqu'à sa mort en 2015. La mère de Chloé. La liaison. Cela expliquait tout. La façon dont Stéphane l'avait toujours regardée avec un tel dégoût froid. La façon dont il l'avait gardée à distance, même avant la grossesse. Il savait, murmura-t-elle. Toutes ces années. Il savait que je n'étais pas sa fille et il m'a élevé quand même. Pierre, debout près de la fenêtre, parla doucement, pas par amour. Par orgueil. Admettre que sa femme l'avait trompé, que vous n'étiez pas sa fille, cela aurait détruit la réputation des Dubois. Il y a plus, dit Durand d'un ton sinistre. Il sortit un autre document, jauni par le temps, couvert de jargon juridique. Nous avons trouvé ceci aux archives du comté. Votre grand-mère, Colette Dubois, est décédée en 2012. Elle a laissé un testament. Je n'ai jamais connu ma grand-mère, dit Chloé. C'est parce que Stéphane s'est assuré que ce ne soit pas le cas. Durand montra une section surlignée. Elle vous a légué 60% de sa succession, soit environ 45 millions d'euros, à conserver en fiducie jusqu'à vos 18 ans. La pièce se mit à tourner. Quoi? Stéphane a été nommé exécuteur testamentaire. Il avait le droit légal de gérer cet argent jusqu'à votre majorité. La voix de Durand était tendue par la colère. Il a caché le testament, l'a enterré. Si vous étiez morte dans cette forêt, l'argent lui serait revenu en tant que seul héritier survivant. Chloé ne pouvait plus respirer. Il a essayé de me tuer pour de l'argent. Et pour effacer le souvenir de la trahison de sa femme, ajouta doucement Pierre. D'une pierre, deux coups. Mais les révélations n'étaient pas terminées. Pierre s'éloigna de la fenêtre, le visage troublé. Ce loup qui vous a sauvé, je dois vous montrer quelque chose. Il conduisit Chloé à un bureau encombré dans le coin, et en sortit une photographie délavée. Elle montrait un loup gris couché sur une couverture, un bandage ensanglanté enroulé autour de sa tête. La cicatrice au-dessus de son œil était fraîche, la blessure encore à vif. Hiver 2023, dit Pierre. J'ai entendu des coups de feu dans la forêt, du braconnage. J'ai trouvé ce loup, blessé par balle, laissé pour mort. Il m'a fallu 3 semaines pour le soigner. Chloé fixa la photo. Le même loup, gardien. J'ai gardé le fragment de balle que le vétérinaire a retiré. Pierre ouvrit une petite boîte, révélant un morceau de cuivre déformé. Un calibre 30 à 6 Winchester. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque, mais Durand a fait analyser les marqueurs de série. Le gendarme hocha la tête d'un air sombre. C'est une correspondance pour des munitions achetées par Stéphane Dubois. Il les achète en gros pour ses parties de chasse. Il a tiré sur Gardien, souffla Chloé. Il y a 2 ans, il a essayé de le tuer, et il m'a quand même sauvé. L'ironie était écrasante. Le loup que son père avait tenté d'assassiner l'avait sauvé de la mort qu'il avait planifiée. Le téléphone de Chloé, un modèle de remplacement que Durand lui avait apporté, vibra sur la table de chevet. Une notification du greffe du tribunal. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Avis de requête. Stéphane Dubois contre Chloé. Demande de garde d'urgence de l'enfant mineur Manon Grèce. Non. Le mot sortit comme un gémissement. Durand prit le téléphone, son visage s'assombrissant à la lecture. Ses avocats ont déposé ça ce matin. Ils soutiennent que vous êtes une mère inapte, instable, sans abri, incapable de fournir des soins adéquats. Il fit défiler l'écran. Il demande que la garde temporaire soit accordée à Stéphane en attendant une audience complète. Ils ne peuvent pas. Il a essayé de nous tuer. Nous ne l'avons pas encore prouvé, dit Durand avec précaution. Pas devant un tribunal. Pour l'instant, c'est votre parole contre la sienne et celle de ses avocats. Il ne termina pas sa phrase, mais Chloé comprit. L'argent, le pouvoir, les mêmes avantages que Stéphane avait toujours eus. Pierre posa une main sur son épaule. Nous allons nous battre. Mais Chloé l'entendait à peine. Son téléphone vibra à nouveau, une alerte d'actualité. Le visage de son père remplit l'écran, debout à un podium, sous les flashs des appareils photo.
Le milliardaire Stéphane Dubois annonce un don de 5 millions d'euros à une association caritative pour les jeunes mères en difficulté. Le titre lui donna la nausée. Dans le clip vidéo, Stéphane parlait avec une tristesse bien rodée de son soutien aux jeunes femmes vulnérables et de la nécessité de leur donner les ressources pour réussir. Les commentaires affluaient déjà. Quel homme généreux, un vrai philanthrope. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Il nettoie son image, dit doucement Durand. Il prend les devants sur l'histoire. Le téléphone de Chloé ne cessait de vibrer. Plus d'articles, de publications sur les réseaux sociaux. La moitié des commentaires la soutenaient, croyaient son histoire d'abandon, mais l'autre moitié, elle essaie juste d'obtenir de l'argent de son père riche. La mère adolescente typique qui cherche la charité. Pourquoi devrions-nous la croire plutôt qu'un homme d'affaires respecté? La pièce commença à se refermer sur elle. La poitrine de Chloé se serra, son souffle devenant court et saccadé. Manon se mit à pleurer dans la chambre, comme si elle sentait la détresse de sa mère. « Je ne peux pas la perdre », murmura Chloé. « Je ne peux pas, il ne peut pas me la prendre. » « Chloé, respirez, » dit le docteur Leroux en s'approchant d'elle. « Vous faites une crise de panique. » Mais Chloé ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser au-delà de la terrible réalisation que son père avait tout prévu. Même maintenant, depuis son manoir, il avait 3 coups d'avance. Il avait essayé de les tuer et avait échoué. Alors maintenant, il prendrait Manon légalement, dépouillerait Chloé de tout, sa fille, son héritage, sa crédibilité. Et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Cette nuit-là, alors que Chloé était assise, les yeux vides, près du berceau de Manon, un son déchira l'obscurité extérieure, un hurlement, long, plaintif et indubitablement proche. Pierre se précipita à la fenêtre. Ce n'est pas normal. Les loups ne s'approchent pas si près d'eux, il s'arrêta, son visage se vidant de sa couleur. Gardien se tenait à la lisière de la clairière, illuminé par le clair de lune. Mais le loup n'était pas seul. Derrière lui, les arbres bougeaient, les ombres se déplaçaient. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé en le rejoignant à la fenêtre. Pierre attrapa son fusil au-dessus de la porte, ses mains tremblantes. Ce ne sont pas des loups. Chloé plissa les yeux dans l'obscurité et les vit, des formes humaines se déplaçant délibérément à travers la forêt. 4, peut-être 5, transportant quelque chose. Gardien hurla de nouveau, un avertissement cette fois, urgent et effrayé. Les ombres s'arrêtèrent à la lisière des arbres. L'une d'elles leva un bras. Quelque chose scintilla au clair de lune. Un appareil photo. Ils étaient photographiés. Le téléphone de Pierre sonna, brisant le silence. Il répondit, écouta pendant 5 secondes, puis son visage devint gris. « Ce sont des journalistes, dit-il d'une voix sourde. Quelqu'un a divulgué votre position. Ils viennent pour une histoire. » Mais ce ne furent pas les journalistes qui glacèrent le sang de Chloé. Ce fut ce que Pierre dit ensuite, sa voix à peine un murmure. « Et Chloé, les avocats de votre père viennent de déposer une requête d'urgence. L'audience est demain. Si nous ne prouvons pas votre cas devant le tribunal avant 17 heures, il place Manon sous la garde de l'État en attendant la requête de Stéphane. Demain. 12 heures pour sauver sa fille. » Chloé s'effondra sur le sol, Manon serrée contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis cette nuit dans la neige, elle comprit vraiment qu'elle allait tout perdre. L'audience préliminaire eut lieu dans une salle de tribunal qui sentait le vieux bois et le désespoir plus récent. Chloé était assise à la table de la défense, bien qu'elle ne soit pas techniquement l'accusée. C'est ce qu'elle ressentait. Manon était avec le docteur Leroux dans la salle d'attente, jugée trop jeune pour les procédures judiciaires. Les bras de Chloé semblaient vides sans elle. De l'autre côté de l'allée, Stéphane Dubois était assis, flanqué de 5 avocats en costume sur mesure. Il ne regarda pas Chloé une seule fois, fixant droit devant lui, son visage un masque de chagrin digne. La juge Geneviève Moreau, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, examina la salle d'audience. « Mademoiselle, vous prétendez que votre père vous a abandonné, vous et votre bébé, par des températures négatives avec l'intention de causer la mort. C'est une accusation grave. C'est la vérité, votre honneur. » La voix de Chloé sortit plus faible qu'elle ne l'avait prévu. « Et vous avez des preuves pour étayer cette affirmation ?» Le gendarme Durand se leva. « Votre honneur, nous avons le test ADN prouvant que M. Dubois n'est pas le père biologique de Chloé, et le testament dissimulé.
Cela établit un mobile, gendarme, pas une action. La juge Moreau se retourna vers Chloé. Avez-vous des témoins, des photographies, des vidéos, quoi que ce soit qui prouve ce qui s'est passé cette nuit-là? La gorge de Chloé se serra. Non, votre honneur. Juste mon témoignage. L'avocate principale de Stéphane, une femme aux yeux de requin nommée Valérie Laurent, se leva avec aisance. Votre honneur, mon client maintient qu'il a donné à mademoiselle 200 € et des provisions pour l'aider à prendre un nouveau départ. Elle a choisi de rester dans la nature, peut-être pour attirer l'attention ou la sympathie. Malheureusement, cela semble faire partie d'un schéma d'instabilité. D'instabilité? La voix de Chloé se brisa. Il m'a enfermé dans une cave pendant 5 mois. Il n'y a aucune preuve de cela non plus, dit calmement maître Laurent. Pas de dossiers médicaux, pas de plainte déposée à l'époque. Juste des accusations d'une adolescente perturbée qui, soyons francs, est confrontée au défi de la maternité jeune et célibataire et cherche quelqu'un à blâmer. La salle d'audience éclata en murmures. Chloé vit des visages dans la galerie, certains sympathiques, d'autres sceptiques. Les journalistes au fond griffonnaient frénétiquement. La juge Moreau frappa avec son marteau. Silence. Au cours de l'heure suivante, Chloé regarda sa vie être disséquée. Maître Laurent la dépeignit comme dramatique, instable, souffrant peut-être d'une dépression postpartum causant des délires. Elle nota son manque de suivi prénatal, son isolement pendant la grossesse, sa dépendance totale envers des étrangers comme Pierre. Quand ce fut au tour de Chloé de témoigner, elle dit la vérité, chaque mot. Mais sans preuve, cela ressemblait exactement à ce que maître Laurent avait suggéré, une histoire désespérée d'une jeune fille effrayée. Et ce loup qui vous aurait sauvé, dit maître Laurent lors du contre-interrogatoire, son ton dégoulinant de condescendance. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu? Pierre l'a vu. À la lisière de la clairière. M. Dubois a vu un loup dans les bois du Jura. C'est à peine remarquable. Maître Laurent sourit finement. Ce loup magique a-t-il laissé d'autres preuves de son héroïsme? La galerie gloussa. Le visage de Chloé brûlait. L'audience se conclut par le sombre prononcé de la juge Moreau. J'ordonne une évaluation à domicile par les services de protection de l'enfance. Mademoiselle, vous avez 2 semaines pour démontrer des conditions de vie stables et appropriées pour un nourrisson. Si l'évaluation est insatisfaisante, j'accorderai la garde temporaire à M. Dubois en attendant un procès complet. 2 semaines. 14 jours pour prouver qu'elle pouvait être une mère alors qu'elle n'avait rien, pas de maison à elle, pas de revenus, pas de preuve de tout ce qu'elle avait affirmé. L'assistante sociale des services de protection de l'enfance arriva à la maison de Pierre le lendemain matin. Sandrine Marchand était professionnelle mais minutieuse, son presse-papier se remplissant de notes alors qu'elle examinait le petit espace. La maison est propre, dit-elle. Mais elle ne fait que 75 mètres carrés. Où dort le bébé? Dans ma chambre. Dans le berceau que M. Dubois a fabriqué. Chloé essaya de garder sa voix stable. Et c'est un arrangement permanent? Vous vivez ici indéfiniment? M. Dubois m'a offert, M. Dubois. Sandrine feuilleta ses papiers. Pierre Dubois, 69 ans, impliqué dans un accident de la route en 2011. C'était un accident. Il n'a été accusé de rien. Néanmoins, Sandrine prit une autre note. L'État préfère les tuteurs sans aucun antécédent judiciaire. Après son départ, Chloé trouva Pierre dans son atelier, fixant un rocking chair à moitié fini. Ils vont me la prendre, dit Chloé. N'est-ce pas? Pierre ne répondit pas immédiatement. Quand il le fit, sa voix était rauque. Ma fille, Léa, avait 24 ans quand elle est morte. Accident de voiture sur la départementale 93. Je lui avais demandé de ne pas conduire ce soir-là. Le temps était mauvais, les routes verglacées. Elle a ri. A dit qu'elle s'en sortirait. Il marqua une pause. Ils m'ont appelé à minuit. Elle était morte depuis 2 heures. Chloé s'assit à côté de lui sur l'établi. Je suis désolé. J'ai vécu dans cette maison pendant 12 ans, me cachant de cette nuit. Me cachant de la culpabilité. Pierre la regarda directement. Quand je vous ai trouvé, vous et Manon, dans la neige, c'est comme si Léa vous avait envoyé à moi. Une seconde chance. Ils vont me retirer cette chance.
pas si nous nous battons. Mais les attaques continuaient. Cet après-midi-là, les informations locales diffusèrent un reportage, les affirmations folles d'une mère adolescente, appel à l'aide ou manipulation. Les commentaires en ligne étaient virulents. La photo de lycée de Chloé apparut à côté d'articles remettant en question son caractère, ses aptitudes de mère, même sa santé mentale. Quelqu'un avait divulgué ses dossiers médicaux de l'hôpital. Les gros titres criaient « Affaire d'abandon, l'adolescente traitée pour malnutrition sévère ». Mais quand cela a-t-il commencé? L'implication était claire, peut-être qu'elle se négligeait, elle et Manon, bien avant cette nuit. Le fonds de charité de son père atteignit 8 millions d'euros de promesses de dons. Des photos de Stéphane visitant des foyers pour femmes inondèrent les réseaux sociaux. Sur chaque photo, il avait l'air noble, attentionné, blessé par les accusations de sa fille. Chloé arrêta de lire après le 20e commentaire la traitant de croqueuse de diamants. Cette nuit-là, elle prépara un sac de sport. Juste l'essentiel, des couches, du lait en poudre, de change pour Manon, les 200 euros que son père lui avait donnés et qu'elle n'avait, étrangement, jamais dépensés. Pierre la trouva dans la chambre à 2 heures du matin. « Qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas la perdre. » Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle pliait un minuscule body. « Si nous partons maintenant, avant l'évaluation le Jura est grand, nous pourrions disparaître. Changer de nom. Il ne nous retrouverait jamais. Chloé, n'essaie pas de m'arrêter. Fuir te rend coupable. » La voix de Pierre était douce mais ferme. « Si tu fuis, tous les gros titres diront que tu mentais depuis le début. » Manon grandira en sachant que sa mère était une fugitive. « C'est ce que tu veux ? Je veux ma fille. » Les mots lui arrachèrent la gorge. « Je veux ne pas avoir l'impression de me noyer à chaque seconde de chaque jour. Je veux, » sa voix se brisa. « Je veux que mon bébé soit en sécurité. Et je ne sais pas comment faire en sorte que ça arrive. » Elle s'effondra sur le lit, le sac de sport renversant son contenu sur le sol. Manon, endormie dans son berceau, remua mais ne se réveilla pas. Pierre s'assit à côté de Chloé. « Tu sais ce dont tu as besoin pour prouver ton cas. Tu ne sais juste pas comment l'obtenir. » Chloé leva les yeux, confuse. « Le loup, » dit doucement Pierre. « Gardien. » S'il faisait vraiment partie de cette étude sur la faune dont le docteur Martin a parlé, s'il a un collier caméra qui a enregistré cette nuit-là, nous ne savons même pas où il est. Il pourrait être n'importe où dans des centaines de kilomètres carrés de forêt. Ou il pourrait être proche. Pierre se leva, se dirigea vers la fenêtre. Au loin, à peine visible au clair de lune, une ombre bougeait à la lisière des arbres. 2 yeux ambrés reflétaient la lumière de la maison. Chloé le rejoignit, le souffle coupé. Il observe depuis des jours. Je le vois toutes les nuits. La caméra, murmura Chloé. Si nous pouvions obtenir les images, c'est un pari risqué. Le loup pourrait fuir. La caméra pourrait être endommagée ou la batterie morte. Et même si nous le trouvons, Pierre croisa son regard. Il y a un blizzard qui arrive demain. La radio dit que ce sera la pire tempête de la saison. Des températures de moins 30 degrés Celsius, une visibilité nulle. Je m'en fiche. Chloé, tu as failli mourir dans ces conditions une fois déjà. Et je mourrai lentement ici, en les regardant me prendre Manon. Chloé pressa sa main contre la vitre froide. Dehors, Gardien restait immobile, observant. Ce loup m'a sauvé la vie. Peut-être qu'il est temps que je sauve la mienne. Elle se tourna vers Pierre, la mâchoire serrée avec une détermination née du désespoir absolu. J'y vais demain, avant que la tempête ne frappe. Avec ou sans aide. Pierre l'étudia un long moment. Puis il hocha lentement la tête. Alors nous ferions mieux d'appeler le docteur Martin. Si nous faisons ça, nous le faisons bien. Chloé regarda de nouveau par la fenêtre. Gardien avait disparu dans l'obscurité. Quelque part dans cette vaste étendue sauvage se trouvait la seule preuve qui pouvait sauver sa fille. Et elle avait moins de 24 heures pour la trouver. Le docteur Sébastien Martin arriva à l'aube, son camion traçant de nouvelles pistes dans la neige. Le biologiste de la faune était plus jeune que Chloé ne l'avait imaginé, la quarantaine, avec des mains burinées et les yeux alertes de quelqu'un qui passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il posa un ordinateur portable sur la table de la cuisine de Pierre et ouvrit un programme de suivi couvert de coordonnées GPS. « Je surveille un loup que nous avons marqué il y a 6 mois, dit Martin en montrant un point clignotant sur l'écran.
Désignation, Alpha 7. Mâle, environ 6 ans, avec une cicatrice distinctive sur l'œil droit. Le souffle de Chloé se coupa. Gardien. Si c'est comme ça que vous l'appelez, oui. Martin montra une photo sur son téléphone. Gardien, sous sédatif, portant un collier épais avec une petite boîte noire attachée. Le collier a une caméra haute définition et un tracker GPS. L'autonomie de la batterie est d'environ 8 mois. Pouvez-vous accéder aux images à distance? Demanda Pierre. Martin secoua la tête. Le collier stocke tout localement. Nous devons le récupérer physiquement pour télécharger les données. Donc, nous trouvons le loup. Nous prenons le collier. Nous prouvons ce que Stéphane a fait. Les mains de Chloé tremblaient. Où est-il maintenant? L'expression de Martin s'assombrit. C'est le problème. Alpha 7 a disparu des radars il y a 3 semaines. Pas de signal GPS, pas de données de mouvement. Soit le collier a mal fonctionné, soit il ne termina pas sa phrase. Soit le loup est mort, murmura Chloé. J'ai cherché sur des centaines de kilomètres carrés. Rien. Martin ferma l'ordinateur portable. Je suis désolé. Je sais que c'était votre meilleure chance d'obtenir des preuves, mais, un hurlement déchira l'air du matin. Tous les 3 se figèrent. Le son revint, plus proche, plus urgent. Pas l'appel lointain d'une meute, mais une seule voix, rauque et désespérée. Chloé courut à la fenêtre. Gardien se tenait à la lisière de la clairière, à 20 mètres de la maison. Même à cette distance, elle pouvait voir que quelque chose n'allait pas. La posture du loup était inégale, il favorisait son côté gauche. Mon Dieu, souffla Martin en la rejoignant. C'est lui. C'est Alpha 7. Pierre attrapa ses jumelles. Il est blessé. Patte arrière gauche. On dirait que, Chloé enfilait déjà ses bottes. Je sors. Attendez. Commença Martin, mais elle était déjà dehors. Le froid la frappa comme un poing, mais Chloé le remarqua à peine. Elle marcha lentement vers Gardien, les mains visibles et vides. Le loup la regarda approcher, ne reculant pas mais n'avançant pas non plus. Quand elle fut à 3 mètres, elle s'arrêta. Salut, mon ami. Tu te souviens de moi? Les oreilles de Gardien pivotèrent vers l'avant. Du sang agglutinait la fourrure de sa patte gauche, sombre sur le gris. Le collier caméra était toujours là, mais quelque chose n'allait pas. Une lumière rouge clignotait rapidement là où elle aurait dû être verte fixe. Martin apparut à côté d'elle, se déplaçant avec précaution. C'est un avertissement de batterie. Peut-être 24 heures d'autonomie restantes, probablement moins par ce froid. Après ça, les données se corrompent et nous perdons tout. Pouvez-vous enlever le collier maintenant? Demanda Chloé. Passant le tranquilliser d'abord. Et cette blessure a besoin d'être soignée, sinon l'infection le tuera en quelques jours. Martin sortit son téléphone. Je peux appeler mon équipe. Ils peuvent être ici en 3 heures avec le matériel. L'alerte météo du téléphone hurla. Tous les 3 sursautèrent. Alerte au blizzard. Forte tempête hivernale en approche. Conditions de voile blanc attendues d'ici midi. Déplacement non recommandé. Martin vérifia son application météo, son visage pâlissant. Elle se déplace plus vite que prévu. Nous avons peut-être 2 heures avant qu'elle ne frappe. 4 heures au maximum. Votre équipe ne peut pas arriver à temps, dit Pierre. Non. Martin regarda Gardien, puis Chloé. Je suis désolé, nous n'avons plus d'option. Mais Chloé fixait le loup. Gardien s'était couché dans la neige. Malgré la douleur évidente à sa patte, les yeux de l'animal étaient fixés sur elle avec une intensité presque humaine. Le loup offrait le collier. La preuve. Nous y allons maintenant, dit Chloé. Nous 3. Nous emmenons Gardien à votre camion. Nous soignons la blessure là-bas. Nous récupérons les données du collier. Dans un blizzard? Martin secoua la tête. C'est du suicide. La température baisse déjà. Elle atteindra moins 30 degrés Celsius en moins d'1 heure. Si nous nous faisons surprendre là dehors, alors nous faisons vite. Chloé se tourna vers Pierre. Vous avez des raquettes, des fournitures médicales. Nous pouvons le faire.
L'expression de Pierre était partagée. Chloé, et Manon? La question la frappa comme un coup. Manon, toujours à l'intérieur avec le docteur Leroux, dormant paisiblement. Ignorante que sa mère envisageait de marcher dans un piège mortel. Chloé regarda entre la maison et le loup. 2 heures avant la tempête. 24 heures avant que la batterie du collier ne meure. 48 heures avant l'évaluation de la garde. Si elle restait, elle gardait Manon en sécurité, mais perdait la preuve. Stéphane gagnerait. Elle perdrait sa fille pour toujours, la regardant de loin grandir en croyant que sa mère était instable, une menteuse, une parente indigne. Si elle partait, elle pourrait obtenir la preuve. Ou elle pourrait mourir en essayant. Laisser Manon orpheline. Abandonner sa fille de la même manière qu'elle accusait Stéphane de l'avoir abandonnée. Je ne peux pas, murmura Chloé. Je ne peux pas la quitter. Gardien émit un son, ni tout à fait un gémissement, ni tout à fait un grognement. Le loup se leva, boita de 3 pas vers la forêt, puis regarda en arrière. Le message était clair. Suis-moi ou perds tout. La radio de Martin grésilla. Docteur Martin, ici la base. La tempête s'accélère. Vous devez quitter cette montagne maintenant. Reçu. Martin regarda Chloé. Je suis désolé. Je dois y aller. Si je ne pars pas dans les 20 prochaines minutes, je ne descendrai pas. Alors partez, dit Chloé d'une voix creuse. Pierre posa une main sur son épaule. J'irai à ta place. Tu restes avec Manon. Pierre, vous avez 69 ans. Si quelque chose arrive, alors ça arrivera à un vieil homme qui a déjà vécu sa vie, pas à une jeune mère avec tout l'avenir devant elle. Sa poigne se resserra. Laisse-moi faire ça, Chloé. Laisse-moi aider. Chloé voulait accepter. Voulait rester dans la maison chaude avec sa fille. Laisser quelqu'un d'autre prendre le risque. Mais en regardant Gardien, boitant et saignant, et restant toujours là avec ce maudit collier autour du cou, elle comprit. Ce n'était pas le combat de Pierre. Ce n'était pas le combat de Martin. C'était le sien. Non, dit-elle doucement. J'y vais. Chloé, ce loup m'a sauvé la vie. Il est blessé parce qu'il m'a sauvé. Elle croisa le regard de Pierre. Je ne demanderai pas à quelqu'un d'autre de finir ce que j'ai commencé. Elle retourna à la maison, chaque pas semblant peser une tonne. À l'intérieur, le docteur Leroux lisait pendant que Manon dormait. Chloé prit sa fille, respira sa douce odeur de bébé, mémorisa son poids dans ses bras. Si je ne reviens pas, dit-elle au docteur Leroux, sa voix stable malgré les larmes sur ses joues, assurez-vous qu'elle sache que j'ai essayé. Assurez-vous qu'elle sache que je l'aimais assez pour me battre. Elle embrassa le front de Manon, murmura « Maman t'aime » et tendit sa fille au docteur avant de pouvoir changer d'avis. Pierre avait déjà chargé la motoneige de fournitures médicales et d'équipements d'urgence. Martin emballait son ordinateur portable et son fusil tranquillisant. « C'est de la folie », marmonna Martin. « Nous allons tous mourir là dehors. » Probablement, acquiesça Pierre en démarrant le moteur. « Mais nous le faisons quand même. » Chloé monta derrière Pierre, jetant un dernier regard à la maison, à la fenêtre où dormait Manon. Gardien se déplaçait déjà dans les arbres, les guidant vers ce qui les attendait dans la nature. Les premiers flocons commencèrent à tomber alors qu'ils suivaient le loup dans la forêt. Derrière eux, cachés dans les ombres entre les pins, 4 hommes en tenue de chasse observaient à travers des lunettes de visée. Le plus grand, un homme nommé Christophe Bernard aux yeux froids et aux ambitions encore plus froides, abaissa son arme et sourit. « On dirait que ce loup vient de nous faciliter la tâche, dit-il dans sa radio. Il les mène tout droit au gouffre aux corbeaux. » La voix de son partenaire crépita en retour. « Le canyon ? Mon Dieu, Christophe, ils vont être piégés là-dedans quand la tempête frappera. »« Je sais. » Christophe engagea une balle. « Et la peau de ce loup vaut 3000 €. Peut-être plus avec ce collier sophistiqué. » Il fit signe à son équipe d'avancer, les suivant à distance. Dans le ciel qui s'assombrissait rapidement, les nuages de la tempête se rassemblaient comme des points. Le moteur de la motoneige hurlait alors que Pierre la poussait à 60 km/h sur un terrain qui ne devrait pas être parcouru à la moitié de cette vitesse. Chloé s'agrippait à sa taille, le visage enfoui contre son dos pour se protéger du vent. Derrière eux, le docteur Martin suivait sur une seconde machine que Pierre gardait pour les urgences, le fusil tranquillisant en bandoulière sur ses épaules.
Gardien courait devant, une ombre grise se faufilant entre les pins. Malgré sa patte blessée, le loup maintenait un rythme effréné, ne s'arrêtant que brièvement pour s'assurer qu'il suivait avant de disparaître à nouveau dans les arbres. La température avait déjà chuté à moins 30 degrés Celsius. Les joues exposées de Chloé brûlaient de froid malgré l'écharpe enroulée autour de son visage. À travers la canopée, le ciel avait pris la couleur de vieilles ecchymoses. Encore loin? Cria-t-elle par-dessus le bruit du moteur. Pierre montra droit devant. Le gouffre au Corbeau, 1 kilomètre. Le canyon. Chloé en avait entendu parler. Une gorge étroite creusée par d'anciens glaciers, des parois s'élevant à 60 mètres de chaque côté. Magnifique en été. Un piège mortel en hiver. Gardien les conduisit sur une pente qui fit se retourner l'estomac de Chloé. Les skis de la motoneige avaient à peine de l'adhérence sur la pente verglacée. Un faux mouvement et ils dégringoleraient de 100 mètres dans le ravin en contrebas. Puis ils furent au fond du canyon, et Gardien disparaissait déjà dans une ouverture sombre de la paroi rocheuse. Une grotte, cria Martin en coupant son moteur. Un abri naturel. Ils suivirent le loup à l'intérieur, et l'absence soudaine de vent fut comme entrer dans un autre monde. La grotte était plus grande qu'elle n'y paraissait de l'extérieur, peut-être 10 mètres de profondeur. Le plafond assez haut pour se tenir debout. La neige s'était accumulée à l'entrée, mais le fond était sec. Gardien s'effondra près du mur du fond, les flancs haletant dans le faisceau de la lampe de poche de Pierre. Chloé pouvait voir la blessure clairement maintenant. Une entaille profonde courait de la hanche du loup à son genou. Les bords étaient enflés et d'un rouge colérique. L'infection s'était déjà installée. Martin, il faut le sédater maintenant, dit Pierre, déballant déjà les fournitures médicales. Le biologiste chargea le fusil tranquillisant avec une efficacité professionnelle. Ça prendra environ 2 minutes pour faire effet. Une fois qu'il sera endormi, nous aurons peut-être 20 minutes avant qu'il ne commence à se réveiller. La fléchette frappa l'épaule de Gardien avec un léger bruit sourd. Les yeux du loup trouvèrent ceux de Chloé, un long regard stable qui ressemblait étrangement à un adieu, avant que sa tête ne s'abaisse sur le sol de la grotte. Chloé s'agenouilla à côté de lui, sa main trouvant la fourrure épaisse de son cou. « Merci, murmura-t-elle, pour tout. » Martin travaillait déjà sur le collier, ses doigts maladroits dans le froid. Le loquet finit par s'ouvrir d'un clic et il retira l'appareil, révélant un anneau de fourrure emmêlé en dessous. « Je l'ai. » Il sortit son ordinateur portable, les mains tremblantes alors qu'il connectait le câble. L'écran illumina son visage d'une lumière bleue. Batterie à 8%. Le téléchargement prendra environ 12 minutes. « Est-ce que ça va tenir ? » demanda Chloé. « Il le faut. » Pendant que Martin travaillait, Pierre nettoyait la blessure de Gardien. Le loup ne bougea pas, même lorsque Pierre rinça la plaie avec un antiseptique. Chloé tenait la lampe de poche, essayant de ne pas penser à la tempête qui se formait dehors, à Manon de retour à la maison, à tout ce qui reposait sur 12 minutes de téléchargement. L'écran de l'ordinateur portable se remplit de noms de fichiers. Martin cliqua sur le dossier le plus récent. Puis sur le fichier vidéo daté du 15 janvier, 23h47. La séquence commença. C'était désorientant au début, le monde vu à travers les yeux d'un loup, au ras du sol, se déplaçant dans l'obscurité. Mais la vision nocturne de la caméra était excellente. Chloé reconnut immédiatement la clairière, vit les feux arrière de la Peugeot 5008, se vit elle-même, une petite silhouette aux vêtements inadéquats, serrant Manon. Puis le visage de Stéphane apparut dans le cadre, parfaitement capturé alors qu'il se penchait par la fenêtre pour arracher la couverture. L'audio était d'une clarté cristalline. Ce qui appartient au Dubois reste au Dubois. La propre voix de Chloé, désespérée. « Papa, s'il te plaît. » La réponse froide de Stéphane. « Tu es morte pour moi. Et si tu as de la chance, tu seras vraiment morte d'ici demain matin. » Le SUV s'éloigna. La caméra captura tout. Chloé tombant dans la neige. Les faibles cris de Manon. Le moment où les lèvres de Chloé commencèrent à bleuir. Puis, Gardien s'approchant. Tout le sauvetage filmé du point de vue du loup. « Nous l'avons, » souffla Martin. « C'est irréfutable. » « Combien de temps pour le téléchargement ? » demanda Pierre, toujours en train de travailler sur la patte de Gardien. 6 minutes. Batterie à 4%. Le vent à l'extérieur avait forci, hurlant à travers le canyon comme une créature vivante.
La neige soufflait dans l'entrée de la grotte en rafales horizontales. Chloé se déplaça pour regarder dehors et se figea. 4 hommes se tenaient à l'entrée du canyon, fusil levé. Ne bougez pas. Le chasseur principal, fin de la quarantaine, en tenue de camouflage et avec une expression de cruauté étudiée, s'avança. Doucement, maintenant. Pierre se leva lentement, se positionnant entre les chasseurs et les autres. C'est une terre domaniale. Vous n'avez aucun droit, ce loup a une prime de 3000 €, dit le chasseur. Son écusson nominatif indiquait « Bernard ». Et ce collier sophistiqué vaut probablement encore plus. Ça fait 3 semaines qu'on le traque. Le loup est sous sédatif et blessé, dit Chloé, la voix tremblante. Vous ne pouvez pas, regardez-moi faire. Le doigt de Christophe Bernard se déplaça vers la détente. Attendez. Pierre leva les mains. Je vous paie 5000 € en espèces. Je peux les avoir ici en 2 heures. Bernard réfléchit. Derrière lui, ses 3 compagnons bougeaient nerveusement. L'un d'eux, plus jeune que les autres, semblait incertain. Christophe, dit le jeune, peut-être qu'on devrait, tais-toi, Léo. Christophe Bernard garda son fusil pointé sur la forme inconsciente de gardien. 5000, c'est bien, mais je veux le collier aussi. Quoi qu'il y ait dessus. Non, dit sèchement Martin. Le collier reste. Alors nous avons un problème. Le sourire de Christophe n'atteignit pas ses yeux. Voyez-vous, je sors d'ici avec soit 5000 € et ce collier, soit une peau de loup et le collier. À vous de choisir combien de corps on laisse derrière. L'ordinateur portable sonna. Martin baissa les yeux. Téléchargement terminé. Batterie à 2%. Donnez-moi le collier, ordonna Christophe en entrant dans la grotte. Les images sur ce collier prouvent qu'un homme a tenté d'assassiner sa fille, dit Chloé désespérément. Si vous le prenez, vous détruisez la preuve d'une tentative de meurtre. L'expression de Christophe vacilla. Pas tout à fait de la sympathie, mais quelque chose de proche. Ce n'est pas mon problème. Christophe, Léo, le jeune chasseur, abaissa légèrement son fusil. Si ce qu'elle dit est vrai mec, j'ai une fille. Je ne peux pas, tu peux et tu le feras, claqua Christophe. Nous sommes venus ici pour ce loup, et nous ne repartirons pas les mains vides. Pierre plongea lentement la main dans sa veste. L'argent. Je peux appeler tout de suite. Le faire apporter. Pas d'appel. Pas de témoin. Christophe leva son fusil. Dernière chance. Le collier. Maintenant. Les doigts de Martin se resserrèrent sur l'ordinateur portable. Chloé pouvait voir le calcul dans ses yeux, s'il refusait, Christophe tirerait, tuerait gardien, peut-être les tuerait tous. D'accord, dit doucement Martin. D'accord, vous avez gagné. Il éjecta le câble et tendit le collier. Christophe tendit la main pour le prendre. Les yeux de gardien s'ouvrirent d'un coup. Le loup n'était pas complètement sous sédatif. C'était impossible. Pas avec la dose que Martin avait administrée pour sa taille. Gardien bondit. 45 kilos de prédateur poussé par la douleur et la rage. Christophe recula en trébuchant, son fusil se relevant. Non. Hurla Chloé. Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos. Gardien jappa, un son que Chloé n'avait jamais entendu le loup faire. Aigu et douloureux. L'animal s'effondra, le sang se répandant sur le sol de la grotte depuis une blessure à sa patte arrière droite. Salaud! Pierre se jeta sur Christophe, mais les autres chasseurs le saisirent, le projetant contre la paroi de la grotte. Christophe recula vers l'entrée, le visage pâle. Il m'attaquait. Vous avez vu, c'était de la légitime défense. Vous avez tiré sur un animal sous sédatif. Cria Martin. Au diable! Christophe se tourna vers ses hommes. On s'en va. C'est trop chaud. Léo hésita, regardant gardien saignant sur le sol, puis le visage accablé de Chloé. Christophe, on ne peut pas, bouge, maintenant. Les chasseurs s'enfuirent dans la tempête. Chloé tomba à genoux à côté de gardien. Le sang jaillissait de la blessure en jets artériels. La balle de Christophe avait touché quelque chose de majeur. La respiration du loup était rapide et superficielle, ses yeux se voilant. Non, 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 Chloé pressa ses mains contre la blessure, essayant d'arrêter l'hémorragie, mais le sang coulait entre ses doigts.
Pierre, aidez-moi. Pierre était déjà là avec des bandages, mais son visage disait à Chloé tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'artère fémorale, même si nous avions un bloc opératoire, ne le dites pas. La voix de Chloé se brisa. N'osez pas dire qu'on ne peut pas le sauver. Les yeux de Gardien trouvèrent les siens. La respiration du loup ralentissait, chaque expiration plus faible que la précédente. S'il te plaît, murmura Chloé, ses larmes tombant sur la fourrure de Gardien. S'il te plaît, ne meurs pas. Tu m'as sauvé. Laisse-moi te sauver. L'ordinateur portable sonna à nouveau. Batterie critique. Arrêt en cours. Dehors, le blizzard était arrivé en force. La température chutait de minute en minute, et Gardien, le loup qui s'était interposé entre Chloé et la mort, se vidait de son sang dans ses bras. Martin attrapa sa radio. Ici docteur Martin. Signal d'urgence. J'ai besoin d'un héliportage au gouffre aux corbeaux. Coordonnées, statiques. La tempête brouillait tous les signaux. Ils étaient piégés dans un canyon, dans un blizzard, avec un loup mourant et aucun moyen d'appeler à l'aide. Pierre croisa le regard de Chloé par-dessus le corps de Gardien. L'hôpital vétérinaire le plus proche est à 45 minutes. Dans cette tempête, par ce froid, il n'eut pas besoin de finir. Chloé baissa les yeux sur Gardien, sur les yeux ambrés qu'il avait veillé dans la neige, qu'il avait conduit en sécurité, qui lui avait donné la preuve pour sauver sa fille. La poitrine du loup se souleva, retomba, se souleva à nouveau, plus faiblement. Et Chloé réalisa qu'il lui restait un choix impossible à faire. Chloé prit sa décision en l'espace d'un battement de cœur. Nous l'emmenons avec nous. Maintenant. Chloé, il est trop lourd. La tempête, commença Pierre. Je m'en fiche. Elle enveloppait déjà la blessure de Gardien avec tous les bandages qu'ils avaient, ses mains glissantes de sang. Nous ne sommes pas venus si loin pour le laisser mourir dans une grotte. Martin regarda dehors les conditions de voile blanc, puis de nouveau Gardien. Quelque chose changea dans son expression, la résignation faisant place à la détermination. Les motoneiges. On l'attache entre les deux, comme une civière. Il leur fallut 8 précieuses minutes pour monter le système, en utilisant des couvertures de survie et de la corde d'escalade. Gardien resta inconscient, sa respiration si faible que Chloé devait presser son oreille contre sa poitrine pour confirmer qu'il était encore en vie. La batterie indiquait 1% lorsque Martin sauvegarda le fichier vidéo sur 3 disques durs différents. Le voyage de retour fut un enfer. La visibilité était nulle. La température avait chuté à moins 35 degrés Celsius. Pierre naviguait au GPS et à l'instinct, suivant leurs traces antérieures avant qu'elles ne disparaissent complètement sous la neige fraîche. Chloé conduisait d'une main, s'agrippant à la motoneige, l'autre pressée contre le bandage de fortune de Gardien, sentant son sang l'imbiber malgré sa pression. 2 fois, le loup arrêta de respirer. 2 fois, Chloé frappa sa poitrine, lui hurlant de rester en vie jusqu'à ce que ses poumons hoquetent et redémarrent. Lorsque la maison de Pierre apparut à travers le rideau blanc, Chloé sanglota de soulagement. Le docteur Leroux avait prévenu. Le docteur Sophie Petit, la chirurgienne vétérinaire de Morbier, attendait avec une unité chirurgicale mobile qu'elle avait réussi à conduire à travers la tempête. La femme jeta un regard à Gardien et passa en mode clinique. Blessure par balle à l'artère fémorale, perte de sang sévère, hypothermie. Ses mains se déplaçaient avec une précision rapide. Faites-le entrer. J'ai besoin d'eau bouillante, de serviettes propres et de quelqu'un pour m'assister. L'opération dura 6 heures. Chloé était assise dans la cuisine de Pierre, toujours couverte du sang de Gardien, serrant Manon et regardant l'horloge. Martin était déjà parti, emportant à toute vitesse l'ordinateur portable et sa précieuse cargaison aux gendarmes durant avant que les routes ne deviennent complètement impraticables. À 23 heures, le docteur Petit sortit de la chambre d'amis, sa blouse de chirurgien trempée de rouge. Il est vivant, dit-elle, et les genoux de Chloé fléchirent de soulagement. Mais j'ai dû amputer la patte arrière droite. Les dégâts étaient trop importants et l'infection s'était déjà installée. Je suis désolé. Survivra-t-il? Les prochaines 24 heures sont critiques, mais c'est un battant. Le docteur Petit réussit un sourire fatigué. La plus forte volonté de vivre que j'ai jamais vue chez un animal. Chloé fut autorisée à le voir à minuit. Gardien était couché sur le lit de Pierre, bandé et respirant régulièrement. L'endroit où se trouvait sa patte était enveloppé de gaze blanche et propre.
Ses yeux étaient fermés, mais lorsque Chloé lui toucha la tête, sa queue donna un faible coup. « Tu ne retourneras pas dans la nature, » murmura Chloé. « Mais je te promets que tu ne seras jamais en cage. » L'audience de garde d'urgence fut reportée de 48 heures en raison de la tempête. Lorsque le tribunal reprit ses sessions, la galerie était bondée. La nouvelle s'était répandue. Les camionnettes des chaînes d'information bordaient les marches du palais de justice malgré la neige qui tombait encore. Le gendarme Durand se présenta devant la juge Moreau. « Votre honneur, de nouvelles preuves ont été découvertes. » La vidéo fut projetée sur le grand écran de la salle d'audience. Le visage de Stéphane, parfaitement capturé en vision nocturne. Sa voix, froide et claire. « Tu es morte pour moi. Et si tu as de la chance, tu seras vraiment morte d'ici demain matin. » La séquence montrait tout. Chloé tombant dans la neige. Les cris affaiblis de Manon. Le moment où Stéphane vérifia son rétroviseur une dernière fois avant de s'éloigner, la symphonie de Beethoven toujours audible sur la piste audio. La galerie éclata. Quelqu'un cria « Monstre !» Le marteau de la juge Moreau ne put rétablir l'ordre. Stéphane était assis, figé, son costume coûteux ressemblant soudain à un déguisement. Ses avocats se regroupèrent, chuchotant frénétiquement. « Votre honneur » se leva maître Laurent, son sang-froid se fissurant. « Nous aimerions demander une suspension d'audience pour examiner, refuser. » La voix de la juge Moreau aurait pu couper de l'acier. « M. Dubois, levez-vous. » Stéphane se leva sur des jambes instables. « Les preuves présentées devant ce tribunal sont irréfutables. Vous avez abandonné votre fille de 16 ans et son enfant en bas âge par des températures négatives avec l'intention de causer leur mort. » Les mains de la juge tremblaient d'une fureur à peine contenue. « Vous avez dissimulé un testament, fraudé une succession et menti à ce tribunal. » Gendarme Durand, placé M. Dubois en état d'arrestation. Les menottes cliquèrent autour des poignets de Stéphane. Alors qu'on le conduisait devant Chloé, il la regarda enfin. Son visage avait vieilli de 10 ans en 2 jours. « J'aurais dû » commença-t-il. « Vous auriez dû être un père » dit doucement Chloé. « Mais vous n'avez jamais appris comment. » La sentence formelle tomba 2 semaines plus tard. 8 ans pour mise en danger d'un enfant, 2 ans pour fraude, à purger simultanément, 50 000 € d'amende, et une ordonnance du tribunal transférant l'héritage de 45 millions d'euros à Chloé, avec effet immédiat. Mais ce fut la dernière partie de la sentence qui serra la gorge de Chloé. Il est par la présente interdit de façon permanente à Stéphane Dubois d'entrer en contact avec Chloé ou Manon Grèce. Les droits de visite supervisés sont refusés à perpétuité. Manon ne connaîtrait jamais son grand-père, grandirait en sachant seulement qu'un homme riche avait un jour tenté de tuer sa mère et qu'un loup les avait sauvées toutes les deux. Le cirque médiatique qui suivit fut écrasant. Une adolescente sauvée par un loup-héros, passait sur toutes les grandes chaînes. Les dons affluèrent à la maison de Pierre, argent, fournitures, offres de logement. Mais la lettre préférée de Chloé venait d'une organisation de conservation dans les Pyrénées. Une proposition pour l'aider à construire quelque chose de permanent. 6 mois plus tard, par une claire matinée d'été, Chloé se tenait à l'entrée du sanctuaire de la faune sauvage du Gardien. 100 hectares de forêt protégée, une clinique vétérinaire de pointe, un logement pour la faune blessée. Et en son centre, un grand enclos naturaliste. Pas une cage, mais un territoire complet avec une forêt, un ruisseau et assez d'espace pour qu'un loup à 3 pattes puisse courir. Gardien avait retrouvé ses forces, s'était adapté à son handicap avec une résilience remarquable. Il ne pouvait pas retourner à la vie sauvage, ne pouvait pas chasser, ne pouvait pas se défendre contre d'autres prédateurs. Mais ici, il avait la liberté, la dignité. Chloé lui rendait visite tous les matins. Manon, maintenant âgée de 10 mois, regardait depuis sa poussette, applaudissant alors que Gardien trottait vers la clôture. Le sanctuaire avait déjà accueilli 23 animaux blessés. Chloé avait engagé le docteur Petit à plein temps, fait venir 2 autres vétérinaires, construit un centre d'accueil pour éduquer les gens sur la conservation de la faune. L'héritage finançait tout. L'argent du sang transformé en quelque chose de bien. Pierre, maintenant âgé de 70 ans, avait emménagé dans un chalet sur les terres du sanctuaire. Léa aurait adoré ça, dit-il à Chloé un soir, en regardant Manon faire ses premiers pas chancelant vers l'enclos de Gardien. Vous m'avez donné une seconde chance, dit Chloé. Laissez-moi vous en donner une aussi. 3 ans après cette nuit dans la neige,
Chloé reçut une lettre de la prison. Stéphane avait un cancer du foie en phase terminale. 6 mois à vivre. Il voulait la voir. Chloé conduisit seule à la prison, laissant Manon avec Pierre. L'homme qui entra dans le parloir ressemblait peu au milliardaire qu'il avait abandonné. Stéphane était décharné, gris, diminué. « Je n'attends pas de pardon », dit-il sans préambule. Sa voix était rauque, affaiblie par la maladie. « Tant mieux, parce que je ne suis pas ici pour le donner. » « Alors pourquoi venir ?» Chloé réfléchit à la question. À Gardien, qui avait toutes les raisons de craindre les humains après avoir été blessé, mais qui l'avait quand même sauvé. À Pierre, qui avait tout perdu mais avait trouvé la force d'ouvrir à nouveau son cœur. À Manon, dormant paisiblement chaque nuit, inconsciente de l'obscurité qui l'avait presque emportée. Parce que s'accrocher à la haine me tuait, dit finalement Chloé. Je ne vous pardonne pas, mais je me libère de vous. De ce que vous avez fait. De ce que vous n'avez pas été. Les yeux de Stéphane se remplirent de larmes, la première émotion authentique qu'elle ait jamais vue de sa part. Tu méritais mieux que moi. Je sais. Chloé se leva. Au revoir, Stéphane. Il mourut 6 semaines plus tard. Chloé n'assista pas aux funérailles. Un matin de fin de printemps, Chloé était assise sur la terrasse d'observation du sanctuaire, Manon jouant à ses pieds. Gardien somnolait au soleil près de son pin préféré, son pelage brillant d'un gris argenté. Un groupe de touristes passa en dessous, un guide expliquant l'histoire de Gardien. Ce loup a sauvé une jeune mère et son bébé d'une mort certaine. Il a perdu sa patte en les protégeant. Maintenant, il le protège. Manon tira sur la manche de Chloé, montrant Gardien du doigt. Ouah. Loup, corrigea doucement Chloé. C'est Gardien. Il fait partie de la famille. Comme s'il entendait son nom, Gardien leva la tête. Ses yeux ambrés trouvèrent ceux de Chloé à travers la distance. Elle aurait juré qu'il souriait. Dans le courrier de l'après-midi, Chloé trouva une lettre de la juge qui avait présidé la condamnation de Stéphane. La juge Moreau prenait sa retraite, mais elle voulait que Chloé sache que, grâce à son cas, le Jura avait adopté une nouvelle législation renforçant la protection des mineurs abandonnés et augmentant les peines pour mise en danger d'un enfant. Le changement naît de la souffrance. Chloé plia la lettre et regarda Manon poursuivre les papillons dans l'herbe qui poussait là où la neige avait autrefois tenté de les tuer. Le hurlement de Gardien résonna à travers le sanctuaire, non pas plaintif, mais triomphant. Un son qui disait « Nous avons survécu. Nous avons enduré. Nous sommes devenus quelque chose de mieux que ce qui a essayé de nous détruire. » Et quelque part dans ce vaste ciel jurassien, Chloé sentit la présence de sa grand-mère, sentit l'esprit de Léa, sentit la justice étrange et terrible de l'univers s'équilibrer enfin, béni. Elle avait failli tout perdre. Au lieu de cela, elle avait trouvé ce qui comptait vraiment, la famille que l'on choisit, le courage que l'on gagne, et la grâce sauvage et improbable des secondes chances. 5 ans ont passé depuis cette nuit glaciale dans les régions sauvages du Jura. Chloé a maintenant 21 ans, diplômée de l'université, étudiant la biologie de la faune. Manon a 5 ans, en bonne santé et heureuse, sans aucun souvenir du froid qui a failli l'emporter. Pierre, à 74 ans, s'occupe toujours des jardins du sanctuaire chaque matin. Et Gardien, maintenant âgé de 10 ans, accueille les visiteurs avec la patience digne de quelqu'un qui comprend qu'il est devenu un symbole. Le sanctuaire accueille 50 000 visiteurs par an. Les écoliers y apprennent que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui se tiennent à vos côtés lorsque tout s'effondre. Que la gratitude n'est pas seulement des mots, mais des actions. Toute la vie de Chloé est maintenant dédiée à la protection des créatures qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. Elle garde une seule photographie sur son bureau, Gardien dans la neige, les yeux ambrés brillants. L'instant avant qu'il ne choisisse de sauver la vie d'une étrangère au lieu de préserver sa propre sécurité. En dessous, une citation qu'elle a écrite, « La loyauté ne demande rien en retour. L'amour donne sans compter. Et parfois, la famille qui vous sauve marche sur 4 pattes. » Les plus grandes injustices révèlent souvent les vérités les plus profondes sur le caractère humain et sur les endroits inattendus où l'on trouve la grâce.